Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Alors tout d'abord, excusez-moi pour voilà le manque de régularité, parfois des vidéos. Voilà, j'ai quelques petits soucis de santé encore. Voilà, donc voilà, maux de ventre, maux de tête et tout. Donc j'essaye de voilà de faire des vidéos quand voilà quand tout va bien, on va dire. Pour que ça soit le plus fluide et le plus clair, que possible. Alors voilà pour cette, brève introduction, hein. L'idée évidemment, c'est pas du tout de parler de médecine et de santé, hein. C'est une chaîne sur, la liberté financière et sur les marchés. Alors cette vidéo, porte sur la loi des taux et l'illusion nominale. Alors ça va être une vidéo assez, on va dire plus analytique que d'autres, parce que on va essayer de tenter un petit peu de se décrypter de ce qui se passe derrière, le bruit, voilà le bruit et la fureur un petit peu des analyses, hein, les analystes qui se déchaînent pour, sur les plateaux pour dire: «Ça va très bien, ça va pas bien», c'est bon. Voilà, moi ici je vais essayer de prendre un peu de recul sur la situation et de vous donner en fait de partager avec vous des faits, hein, pas forcément des opinions ou des sentiments, mais des faits, des choses tangibles que l'on peut sur lesquelles on peut interpréter et on peut évidemment il y a matière à analyser. Alors, vous voilà, j'imagine que si vous suivez un petit peu l'actualité, hein, il y a 2 grosses thématiques qui reviennent, hein, en ce moment. Vous avez, la Russie avec l'Ukraine et vous avez l'inflation. Moi, ici, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin et de décrypter un petit peu, comment le marché perçoit les choses. Alors, je passe d'abord, hein, sur les disclaimers, hein. N'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour lire cette page, à en faire une copie, une copie d'écran. C'est quand même très important, voilà, de voir un peu, les risques, de connaître un petit peu les risques, qui planent dans le monde des investissements. Alors, on commence, hein, toujours, hein, c'est ce type de vidéo par un résumé de l'actualité. Alors tout d'abord, encore, hein, encore et toujours l'actualité géopolitique avec des rumeurs de plus en plus pressantes, d'une invasion prochaine de l'est de l'Ukraine par les troupes russes, hein. Les, les Américains, parlent même d'un risque d'invasion, de l'Ukraine, courant enfin à la fin de ce week-end ou en tout début, de semaine prochaine, donc bien avant la fin des jeux olympiques. Donc c'est assez voilà, c'est les bruits de bottes, c'est, voilà, il y a un discours très alarmiste du département d'État américain. On a aussi les pays, européens, notamment la France, l'Allemagne qui s'agitent également. Donc tout ça évidemment, ça crée beaucoup de bruit, de tension, sur les marchés et notamment le marché, des matières premières et du pétrole. Alors là encore, hein, je j'ai pas encore changé d'avis, alors peut-être peut-être qu'on se moquera de moi dans quelques jours, quelques semaines. Moi, à mon avis, voilà, on je ne pense pas que ce conflit, on va dire, russo-américain autour de l'Ukraine va dégénérer en catastrophe mondiale. Moi, c'est mon point de vue. Il est possible que la Russie envahisse une partie de l'Ukraine, notamment le Donbass, hein, l'est de l'Ukraine qui est très pro-russe, mais je vois mal, l'Occident embrayer le pas et provoquer un embrasement de l'Europe, voire du monde. Voilà, moi, ma philosophie, elle a pas changé. Je pense qu'on a 3 gros acteurs, qui jouent davantage sur la scène intérieure que sur la scène internationale, hein. D'abord Vladimir Poutine, qui, voilà, qui a quand même, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il est au pouvoir en Russie. Il doit, voilà, il faut, voilà, après 20 ans et c'est normal, on tend à s'essouffler, donc il est à la recherche d'un second souffle, d'une crédibilité. Donc il veut rebâtir, reconstruire sa crédibilité autour de l'âme russe, du nationalisme russe et les Russes sont très, très attachés à la mère patrie, comme on dit. Il est voilà et Vladimir Poutine essaye un petit peu de ressouder la population autour de lui. Donc d'un côté, donc Poutine qui pousse ses pions. De l'autre, on a Joe Biden, qui est sans arrêt depuis le départ de Donald Trump accusé de mollesse, de faiblesse et qui quelque part voit, au fait que, bah, Vladimir Poutine essaye un petit peu d'avancer ses pions, heu, vers l'Ukraine, bah, il voit un petit peu finalement la possibilité, bah, de taper un grand coup sur la table en montrant qu'il est très, très fort, qu'il maîtrise la situation internationale, qu'il a du charisme, qu'il a un voilà, qu'il a un vrai,
qu'il a un pouvoir. Alors évidemment, les États-Unis restent la première puissance au monde, mais là, on n'est même pas au-delà des États-Unis, on est au-delà d'un homme, l'actuel président américain, Joe Biden, qui cherche aussi une crédibilité aux yeux de son électorat. Et enfin, on a un troisième acteur, français, Emmanuel Macron, qui à mon avis, hein, ça c'est un secret de polichinelle, qui est candidat à sa propre réélection, d'ici un peu plus de 2 mois. Et donc du coup, bah, une crise ukrainienne, il est aussi le calendrier a été, avantageux pour lui, il préside l'Europe pour 6 mois. Donc pour lui, évidemment, là, il se met en avant, il laisse, les autres partis politiques, Valérie Pécresse, Christiane Taubira, Éric Zemmour, finalement s'affronter, voilà, sur des thématiques entre guillemets «régionales» ou nationales. Pendant que lui, voilà, lui il a le bâton de maréchal, il est «président» entre guillemets de l'Europe, il pèse, heu, il joue un peu le rôle de médiateur entre les Américains et les Russes autour de l'Ukraine. Donc il a une très très belle aussi carte à jouer pour sa réélection. Pour voilà, prendre un peu de recul, oui, effectivement, il y a des tensions. Ça, voilà, il y a 100 000 Russes, 100 000 soldats russes qui sont massés près de la frontière ukrainienne, oui, mais voilà, il faut pas non plus, je pense, hein, tomber dans l'alarmisme, dans un espèce de voilà d'un alarmisme. Il y a derrière ce conflit russo-ukrainien qui ne date pas d'hier. Il y a des intérêts personnels, dirigeants russes, dirigeants américains, dirigeants français, pour finalement essayer de tirer son épingle du jeu sur le plan intérieur, auprès de leur propre population. Voilà. Donc ça c'est voilà, ça c'est mon analyse de la situation. Voilà, où je pense que les choses sont a priori beaucoup moins graves que ce que la presse, que les médias peuvent peuvent montrer. Alors attention, hein, je peux me tromper, hein, voilà, je peux quand même faire des erreurs, mais j'essaye de relativiser. Un autre point qui a finalement limité l'envolée des cours du pétrole, c'est a priori, hein, les États-Unis qui semblent vouloir entamer des négociations avec l'Iran par rapport au nucléaire iranien et éventuellement autoriser l'Iran à exporter son pétrole. Ce qui évidemment a pesé à la baisse, a tiré à la baisse les cours du pétrole. Donc là encore, moi, quand j'analyse un petit peu la situation, voilà, Joe Biden va à l'encontre finalement de Donald Trump, hein. Donald Trump a été très, alors voilà, il a frappé fort par rapport à l'Iran, il est revenu sur les accords de son prédécesseur, hein, Barack Obama. Joe Biden essaye de tendre la main à l'Iran, donc dans la lignée finalement de Barack Obama, hein, qui est aussi démocrate. Et évidemment, pour ne pas être taxé de faiblesse par une grosse partie de la population américaine qui, voilà, qui a quand même une méfiance vis-à-vis de l'Iran, bah, Joe Biden, évidemment, il faut qu'il tape du poing sur la table. Et la situation entre la Russie et l'Ukraine lui en donne un bon prétexte pour, voilà, on tend un petit peu la main aux Iraniens et on durcit le point vis-à-vis de la Russie. Donc voilà un petit peu, voilà ma vision un peu sur ce qui se passe avec l'actualité géopolitique. Donc effectivement, hein, qu'il faut suivre avec attention, qui inspire inquiétude, mais qui, à mon sens, encore je peux me tromper, me paraît beaucoup moins alarmiste que ce que certains voudraient le faire croire. Donc voilà le premier gros point, l'actualité géopolitique. Alors l'actualité économique. Alors les chiffres de l'inflation continuent à surprendre à la hausse, hein. L'inflation américaine est ressortie à 7,5% sur 12 mois glissants, contre 7,3% attendu par les analystes, et il y a un mois, elle s'élevait déjà à 7%. Donc là, on a des niveaux d'inflation, clairement aux États-Unis, hein, des niveaux d'inflation qui ressortent, hein, officiels, qui sont au même niveau que au début des années 80. Donc là, on atteint des niveaux jamais vus depuis 40 ans. Donc ça, c'est factuel, voilà, ce sont les chiffres qui sortent officiels. Alors en Europe, on a également des chiffres d'inflation alarmants, puisque en glissement annuel, l'inflation atteint 5% en décembre, son plus haut niveau depuis 25 ans. Donc, ce qui évidemment met Christine Lagarde et la Banque centrale européenne dans une situation vraiment délicate, vraiment délicate. Bon, je fais référence à la vidéo d'il y a une semaine. Alors en parallèle, le PIB anglais, britannique, a augmenté de 1% au quatrième trimestre 2021, avec une contraction de 0,2%
au mois de décembre, qui est très inquiétant. C'est un chiffre inquiétant qui, d'autant plus combiné à une inflation à 5,4, donne à l'économie un goût de stagflation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, dans mes vidéos, alors il y a quelques semaines, hein, je vous avais parlé de 4 gros scénarios possibles. Le scénario de boucle d'or, c'est-à-dire une inflation qui reflue et une croissance qui décolle, un peu comme dans les 30 glorieuses. Premier scénario. Deuxième scénario, Covid, ce que j'appelle Covid-22, avec un nouveau variant du coronavirus qui oblige à un confinement dur comme en mars 2020. Troisième scénario, c'est l'austérité. C'est vraiment, voilà, on durcit la politique monétaire, voilà, on fait des coupes budgétaires. Et dernier scénario, c'est le scénario de stagflation, c'est-à-dire l'inflation qui s'emballe et la croissance qui diminue. Donc là, on est toujours, vous voyez, hein, un peu la guéguerre entre, notamment le scénario d'austérité et le scénario de stagflation. Et pareil, hein, côté Amérique, États-Unis, la semaine s'achève sur une grosse déception. Le moral des ménages américains, donc selon l'enquête de l'université du Michigan, donc le UMich, pour les plus familiers, chute de 67,2 vers 61,7, son plus bas depuis octobre 2011, hein. Donc là, c'est quand même un indicateur important, qui a déçu et qui déjoue un consensus qui tablait sur un chiffre en légère progression à 67,5. Donc une grosse déception sur le moral des ménages américains. Et ça, c'est un indicateur, on va dire, avancé sur ce que pourrait être la croissance américaine dans les prochains mois. Donc, mon avis personnel, a priori, euh, l'inflation, les chiffres d'inflation, hein, que ce soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais sans doute on le verra peut-être aussi en Europe continentale, hein, en France notamment, commencent à impacter les anticipations de la croissance. Et ça, évidemment, ça peut avoir aussi une importance sur les marchés. Voilà, troisième gros bloc, l'actualité sanitaire. Donc là, je change pas d'un iota, bon, il y a pas vraiment de surprise, hein, on de plus en plus maintenant de professeurs renommés commencent à penser que la pandémie de Covid va devenir, une endémie. C'est-à-dire que le Covid va finir par devenir un peu comme une rhinopharyngite, une grippe saisonnière, et donc du coup, il va perdre progressivement de sa virulence. Il y aura sans doute d'autres variants qu'Omicron, mais de plus en plus contagieux et de moins en moins virulent. Et donc du coup, bah, les marchés n'intègrent plus ce risque d'un retour de la crise sanitaire, enfin via le Covid. Il pourrait y avoir dans les prochains mois, prochaines années, prochaines décennies de nouvelles pandémies, hein. Ça, on en a eu d'autres et on en aura sans doute. Mais a priori, avec le Covid, on pourrait enfin en avoir terminé. Et je termine par l'actualité, microéconomique, qui a été une très bonne semaine, hein, sur le front des résultats d'entreprise, hein. La liste est longue, hein, Rexel, TF1, Micropole, Goodyear, ArcelorMittal, Société Générale, Crédit Agricole, Pernod Ricard, Mercedes, qui ont publié des résultats, exceptionnels, très largement au-dessus de ce qu'attendent les analystes, hein. Il va y avoir de grosses tombées de dividendes, hein. Donc les actionnaires vont avoir de très beaux dividendes cette année 2022, hein, donc qui font suite en fait aux résultats, donc à la progression des chiffres d'affaires et des résultats de ces entreprises en 2021. Donc ça a été une excellente semaine, donc sur le front, voilà, sur le front microéconomique. Donc là, voilà, alors là encore, hein, l'idée c'est d'analyser les choses, les résultats des entreprises. On parle sur le passé, c'est-à-dire qu'on publie des résultats qui portent sur une période passée. Et ça, c'est déjà intégré dans les cours, parce qu'on certains pourraient dire: «Mais alors comment ça se fait avec cette cascade d'excellents résultats, comment se fait-il que, les bourses n'aient pas au minimum refait leur retard, sont pas revenus au niveau de leur record pour monter encore plus haut?» Bah non, c'est un peu plus compliqué que ça. Les marchés sont toujours dans l'anticipation. Or là, les résultats qui sont tombés, cette semaine, ils étaient certes très bons, voire parfois meilleurs que ce qu'anticipaient les analystes, hein, je pense notamment aux banques, mais on partait déjà, les cours en bourse avaient déjà anticipé tout ça. Et là, il va y avoir un autre problème, hem,
c'est que certes, les résultats sont très très bons, mais certains analystes commencent à se dire qu'à un moment ou à un autre, les salariés vont sans doute demander leur part du gâteau et qu'on pourrait, dans ces entreprises-là, on pourrait commencer à voir des mouvements de grève, des syndicats pour demander des revalorisations salariales généralisées et ça, les analystes commencent à le voir. Alors autant les cours en bourse ont monté parce que les bons résultats qui sont publiés ont déjà été anticipés. Par contre, ce qui n'a pas été encore anticipé dans les cours de bourse sur ces entreprises, mais sur d'autres aussi, c'est le risque que les syndicats, les salariés se mettent en grève pour avoir des augmentations ou, ou finissent par démissionner pour partir ailleurs, pour partir à la concurrence et négocier des gaps de salaire. Ce qui obligerait ces entreprises, donc qui ont laissé partir les salariés, à embaucher, parce qu'il y a des pénuries, à embaucher, mais avec des salaires plus élevés. Donc avec un risque de hausse, finalement, de la masse salariale qui arriverait avec retard. Ça, c'est pas forcément nécessairement anticipé dans les cours de bourse. Donc attention, warning, il y a ce risque-là qu'il faudra surveiller dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, on termine l'actualité par l'actualité monétaire et ça, hein, c'est un petit peu ce qui suscite aussi la peur des marchés. Le président de la Fed de Saint-Louis, donc très suivi, hein, James Bullard, a déclaré après la clôture du marché européen, donc vendredi soir, hein, qu'il était devenu radicalement plus restrictif à la lumière du niveau d'inflation et qu'il souhaitait désormais que les taux d'intérêt soient relevés de 100 points de base, donc 1%, sur les 3 prochaines réunions de la Banque centrale américaine. Donc ça, c'est quand même un point très très fort. Ça, on a eu un mini mouvement de panique à la clôture des marchés européens, euh, suite à ce discours, hein, de la Fed. Donc la Fed justement va devoir jouer les équilibristes en ajustant rapidement sa politique monétaire, mais sans non plus trop en faire pour quand même ménager les marchés. La probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base en mars a augmenté à près de 89% contre 24% il y a seulement 2 jours. Donc c'est quand même énorme, hein, c'est-à-dire qu'il est très probable maintenant que le premier tour de vis monétaire prévu en mars ne soit pas seulement de 25 points de base, mais déjà de 50 points de base. Et enfin, last but not least, une rumeur de dernière minute, hein, vendredi soir, font état qu'une réunion de crise non prévue pourrait avoir lieu par la Fed dès lundi, dès lundi 14 février, donc au moment où je tourne cette vidéo demain, en raison de l'inflation, et qu'on pourrait avoir un resserrement surprise de 25 points de base dès demain, lundi 14 février. Donc ça, c'est une rumeur de marché qui, évidemment, provoque un mini vent de panique sur les marchés, notamment les marchés américains. Voilà, donc voilà, il y a des mouvements, des discours au sein de la Réserve fédérale qui inquiètent les marchés, non pas tant au niveau de la hausse des taux, hein, les hausses des taux étaient prévues maintenant depuis des mois, mais c'est ce mouvement finalement de panique au sein des institutions monétaires face à une inflation qui est quand même qui atteint des niveaux assez élevés, qui provoque finalement une réelle peur des marchés. Alors mon avis personnel, il y aura des hausses des taux des deux côtés de l'Atlantique, hein, aux États-Unis, mais également en zone euro. Mais pour moi, et on le verra dans la suite de la vidéo, la situation actuelle de l'endettement mondial ne pourra pas permettre une trop forte hausse des taux. Alors, attention, on n'aura pas, les taux vont monter peut-être assez vite. On aura peut-être des hausses de 50 BP, une hausse surprise dès demain lundi de 25 BP non prévue. Possible, c'est possible. Mais moi, je ne pense pas qu'on aura des taux qui monteront à 3, 4, 5%, voire plus, comme on l'avait vu au début des années 80, où les taux étaient montés à 18%, ou au début des années 2000. Pourquoi? Parce que l'économie mondiale, qui est très endettée, n'a pas les moyens de, de supporter un tel resserrement monétaire. Alors justement, maintenant, on va analyser un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés et essayer de prendre un petit peu de la hauteur, prendre un peu de recul sur tout ça. Alors on commence par le marché des taux. Alors oui, les taux continuent à se tendre
partout dans le monde. Vous avez en dessous le graphique sur le taux 10 ans français qui a terminé la semaine à plus de 0,7%. Donc ça on a quand même voilà, les taux 10 ans en Europe se tendent très fortement et ça va avoir un impact notamment sur tout ce qui est crédit immobilier. Donc ça pourrait avoir un impact sur l'immobilier et notamment sur les crédits immobiliers. Donc les personnes qui ont vraiment un projet d'investir dans l'immobilier aujourd'hui ou d'acheter leur résidence principale, ben, il faut se dépêcher, parce que évidemment, dans 6 mois, 1 an, les taux immobiliers, hein, les taux des prêts de l'immobilier pourraient suivre, ce mouvement très, très fort de remontée des taux, de l'État français, hein. Tous les taux sont liés entre eux. Vous pouvez pas avoir des taux d'emprunt immobilier qui baissent, alors que les taux d'emprunt de l'État français, flambent. C'est pas possible. Les taux, en général, ils suivent une certaine logique, une cohérence, les uns par rapport aux autres. Donc ça, voilà, là, on pourrait avoir une contagion de la hausse des taux de l'État français vers la hausse des taux des, crédits, immobiliers. Voilà, donc la parenthèse sur l'immobilier, notamment en France. Alors aux États-Unis, je l'ai pas mis sur les graphiques pour ne pas alourdir la présentation. Les taux américains, passent le cap symbolique des 2. L'inflation continue à faire très peur. Alors ça, c'est ce qu'on voit, hein, voilà, quand on veut pas trop se prendre la tête, on prend le taux 10 ans, que l'on peut voir, hein, dans certaines, dans les médias, hein. C'est quelque chose qui est vraiment public. Voilà, on voit les taux monter, on voit les chiffres de l'inflation, ça y est, on la peur de l'inflation. Maintenant, on va essayer un petit peu de prendre du recul. On va essayer de prendre de la hauteur. Qu'est-ce qu'il en est de l'inflation? Alors, cela va vous paraître assez étrange, mais les courbes de taux, quand on analyse vraiment les taux en détail, hein, quand on regarde pas juste le 10 ans français, bah, les courbes nous envoient des signaux qui évoquent un ralentissement de l'inflation. Alors, je vais vous surprendre, mais là, je vous ai mis le graphique sur ce qu'on appelle l'évolution des valorisations des obligations indexées inflation. Alors c'est quoi? Ce sont des pour les investisseurs, notamment qui veulent se protéger contre l'inflation, hein, on peut le faire, via certaines unités de compte, dans les assurances vie, via certains produits. Il existe des obligations, qui, dont le rendement, donc dont la performance va dépendre du du taux d'inflation. C'est quand même un indicateur, on va dire, qui mesure en temps réel comment les marchés perçoivent l'inflation. Et là, c'est très intéressant quand on analyse l'évolution de ces obligations indexées inflation, depuis le début de la crise sanitaire, hein, mars 2020 jusqu'à aujourd'hui. Alors on distingue 5 grandes étapes. En février, hein, on fait un petit retour à l'histoire, hein. Donc en février 2020, on apprend que l'existence du coronavirus à Wuhan, en Chine, et on voit vers la fin de février 2020 que le virus commence à s'étendre en Iran, en Italie et ensuite en Europe entière, puis aux États-Unis. Donc se mettent en place des confinements très très durs. Le prix du pétrole s'effondre même, certains contrats du pétrole, notamment WTI, passent sous zéro. C'est-à-dire que les vendeurs étaient prêts à payer pour se débarrasser de leur pétrole. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Et au même moment, le marché obligataire, hein, des obligations indexées à l'inflation, nous montre en 1, la petite bulle 1, une chute de la valorisation des obligations indexées à l'inflation. Bah, là, sans surprise, qu'est-ce que ça nous envoie? Bah oui, le marché obligataire, à l'époque, nous envoie des signaux de déflation. Donc là, le marché des obligations indexées à l'inflation pricait carrément, non pas un ralentissement de l'inflation, mais carrément une déflation. Donc là, on passe carrément de 14 000 à 13 000 points. C'est énorme, hein, 1000 points, 1000 points de chute sur un indice obligataire indexé à inflation, un indice obligataire d'État, c'est énorme. Donc les marchés anticipaient une contraction de l'activité et un effondrement, une chute des prix. Ce qui finalement était logique. On confine, on coupe l'économie, on bloque l'économie, les avions ne circulent plus, tout le monde est chez soi. Je vous rappelle, hein, on ne pouvait pas circuler à plus de 1 kilomètre
autour de chez soi et encore dans la limite de 1 heure par jour. Donc forcément, l'économie, voilà, c'était arrêté et les marchés le voyaient très bien. Ensuite, de mai à novembre, donc on a un reflux mai-novembre 2020, on a un reflux, on a de la première vague, hein, du Covid initial, hein, de Wuhan, puis l'annonce de vaccins, en octobre, 2020, par Pfizer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, forcément, les marchés commencent à anticiper un redémarrage de l'économie et là, on voit, hein, la valeur des obligations indexées inflation qui repasse, de, 13 000, points à 15 000 points, donc une hausse de plus de 10 de la valorisation des obligations indexées inflation. Donc là, les marchés anticipent un redémarrage de l'économie, peut-être même des pénuries puisque l'offre, la demande repartirait plus vite que l'offre, hein, que les chaînes d'approvisionnement, ce qui générerait des pénuries et une remontée de l'inflation. Donc ça, on le voit très très bien. Donc un redémarrage de l'inflation anticipé par le marché. Puis on arrive au niveau 3, que je vous montre, 3, le variant alpha, hein, donc décembre 2020, le variant anglais, hein, décembre 2020, le variant anglais déferle sur le monde et en Europe, et on a une nouvelle vague de restrictions, hein, c'est ce qu'on appelle le deuxième et le troisième confinement de la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une rechute pendant 3 mois, de la valorisation des obligations indexées inflation. Pourquoi? Parce qu'on se dit: «Mince, est-ce que le vaccin sera efficace contre le variant anglais qui commence à déferler, sur l'Europe? Est-ce que, on va avoir des confinements très durs comme en mars 2020?» Et là, tout de suite, on anticipe de nouveau une nouvelle forte baisse de l'inflation, voire même à nouveau de la déflation. Donc là, on a à nouveau, voilà, une crainte, sur les que le marché obligataire souligne. Ensuite arrive la période 4, une période assez longue, qui va de février à novembre 2021. Donc on a le variant alpha qui reflue, on a la montée en puissance cette fois-ci de la vaccination, parce que je vous rappelle, quand le variant anglais a déferlé sur l'Europe, plus contagieux que l'initial, les vaccins, la campagne de vaccination n'avait pas encore démarré. Donc il y avait une course entre le vaccin et les variants. Là, à partir de février-mars 2021, l'avantage commence à clairement tourner pour la vaccination. C'est-à-dire que le variant anglais commence à refluer et en même moment, on voit la montée en puissance de la vaccination qui, on peut être pour ou contre la vaccination, c'est pas le sujet, mais qui a limité les formes graves de Covid-19 et ont permis au marché d'entrevoir une sortie définitive de la crise sanitaire. Et là, que nous montre le marché des OATI? Bah, le marché des OATI s'envole, hein. Là, on a une remontée sur plusieurs mois parce que justement, on anticipe un redémarrage de l'économie avec une offre de services qui reste en retard par rapport à la demande qui, elle, bah, redémarre très très vite, hein. Dès que les avions peuvent décoller, les gens se précipitent parce qu'ils veulent voyager, ils veulent aller dans les restaurants, ils veulent faire la fête et c'est normal. Et donc là, on a en corollaire des pénuries qui vont générer des hausses de prix. Et ça, le marché obligataire indexé inflation l'anticipait déjà dès le mois de mars-avril 2021. Donc il y a déjà un an. Donc c'est là en fait où je veux en venir, c'est que les chiffres d'inflation qui tombent aujourd'hui, qui sont, qui sont inquiétants, hein, 7,5% d'inflation aux États-Unis, c'est pas rien. 5% d'inflation en Europe, c'est pas rien. Quasiment 4%, 3-4% d'inflation en France, c'est pas rien, surtout si les entreprises ne remontent pas les salaires en face. C'est pas rien. Mais cette situation-là était déjà anticipée par les marchés il y a déjà un an. Et là, on le voit très très bien, la hausse de l'inflation anticipée par les OATI, elle était déjà visible depuis déjà un an. Et qu'est-ce qu'on observe depuis décembre 2021, donc depuis maintenant 2 mois, alors que justement les analystes paniquent, les banques centrales avec l'inflation, alors que les chiffres d'inflation officiels s'affolent, bah, la valorisation des OATI reflue. Et en fait, si les chiffres d'inflation actuels ressortent à haut niveau, bah, le marché obligataire anticipe une décrue des pénuries du fait du redémarrage des chaînes de production. Et en corollaire, peut-être bien qu'on a un aspect temporaire de l'inflation. Donc il est possible que cette inflation que l'on observe actuellement
ne soit que temporaire. En tout cas, c'est le signal que nous envoie le marché obligataire indexé inflation. Donc évidemment, c'est, voilà, c'est quelque chose, voilà, on essaye, vous voyez, dans ces analyses d'aller un peu plus loin que les discussions café de comptoir et de voir un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que l'inflation qui sort de l'INSEE, l'inflation officielle qui sort des organismes d'État, en fait, elle était déjà anticipée dans la progression, le 4, hein, la bulle 4, des taux indexés inflation. Et là, on observe justement un reflux, un reflux, donc ces marchés taux nous envoient un reflux de l'inflation. Donc il est maintenant fort probable que l'on assiste à une décrue des taux d'inflation dans les prochains mois. Alors on aura toujours des hausses de prix, hein. C'est pas parce que l'inflation passe de 7% à 3% que les prix baissent, mais les prix vont augmenter de moins en moins vite pour pourquoi pas revenir autour de la cible de 2%, qui est un petit peu le point d'ancrage des banques centrales. Donc ça, c'est un point très important que je voulais partager avec vous pour un petit peu essayer, voilà, de relativiser un petit peu le bruit que l'on entend en ce moment chez les analystes et dans les médias. Deuxième gros point, les marchés de taux aussi nous envoient un signe sur le ralentissement de la croissance américaine et mondiale. Alors un signe, c'est ce qu'on appelle un aplatissement de la courbe des taux. Donc quand on analyse cette fois-ci non la courbe des taux, la situation de la courbe des taux aux États-Unis, on voit que on tend vers un aplatissement. Alors pourquoi un aplatissement? Donc les taux courts de maturité 2 ans ou moins remontent très très fortement. Donc le taux 2 ans s'élève aujourd'hui à 1,4%, donc qui montre que les marchés, donc 2 ans c'est demain, hein, au niveau des taux, hein. Les taux ça va de 2 à 30 ou 40 ans. Donc 2 ans c'est demain. Donc les marchés price 5 à 6 hausses des taux de la réserve fédérale. Donc ça c'est ce que nous envoie le taux court. Mais les taux à moyen terme montent beaucoup moins vite que les taux courts. Donc on voit, hein, les taux 6 ans, 8 ans, 10 ans, bah, ils sont ils sont à 2%, hein. Ils sont pas non plus, ils sont pas à 5, 6, 7%. Et on observe enfin des inversions ponctuelles de courbes de taux qui commencent à apparaître. Alors on n'a pas une courbe des taux inversée, mais on a des inversions. On a le taux 5 ans qui passe en dessous du taux 4 ans. Le taux 8 ans qui passe en dessous du taux 7 ans. Le taux 12 ans et le taux 12 ans qui passe en dessous du taux 10 ans. Et le taux 30 ans qui passe en dessous du taux 20 ans. Donc ça c'est une figure bien connue, hein, des gérants et des traders obligataires. Cette évolution de la structure de la courbe des taux, en fait, elle dénote une anticipation d'un ralentissement de l'économie américaine et un tassement de l'inflation à horizon 18 mois. Donc attention, on ne parle pas de récession, on n'a pas une courbe des taux inversée avec un taux 10 ans inférieur au taux 2 ans, parce que ça c'est la définition, on va dire, d'une inversion, on compare le 10 ans avec le 2 ans, mais cet aplatissement de la courbe des taux montre que le marché nous envoie un signal que la croissance va ralentir à horizon 12, enfin 1 an, 12 mois, donc à 18 mois. Et donc que ces hausses de taux qui sont déjà programmées dans les marchés de la Fed, bah, on n'ira pas au-delà de 5 à 6 hausses des taux de la réserve fédérale. Donc ça, vous voyez, c'est important aussi de regarder un petit peu, de ne pas juste voir le taux 10 ans qui monte. Donc il faut avoir une vue à 3 dimensions. C'est pas juste voir un taux qui évolue dans le temps, mais aussi voir comment la structure de la courbe des taux évolue et comment d'autres indices obligataires que le taux fixe 10 ans évoluent, notamment les obligations indexées inflation que je vous avais présentées. Alors, donc on a évidemment l'euro dollar, il n'y a pas grand chose pour le moment à noter, hein. On a l'euro dollar qui rebaisse un petit peu, parce qu'évidemment, la semaine dernière, l'euro avait remonté fortement et là de nouveau, c'est la Fed qui pourrait accélérer plus vite son calendrier de hausse des taux, donc on a le dollar qui remonte. Alors maintenant, on va passer sur les actions. Alors là encore, on va essayer d'analyser, hein, de creuser un peu, on va éviter de voilà, d'avoir un discours un peu trop léger, un peu trop frivole, on va dire. On va essayer vraiment d'analyser ce qui se passe. Alors, cette semaine, la semaine qui est passée, c'était très intéressant. On a eu une première partie de semaine qui a été très bullish sur le CAC 40.
qui a fortement augmenté pour revenir tester la zone des 7150-7180, donc qui correspond au niveau de clôture du 31 décembre 2021. Donc si le CAC 40 avait réussi à passer cette zone des 7150, 7180, voire 7200 points, on aurait eu un passage du CAC 40 en territoire positif sur l'année 2022. Donc on aurait effacé toute la baisse du mois de janvier. Et ça aurait été un très très beau signal positif sur les marchés. Ça n'a pas été le cas, hein, je vous ai expliqué, il y a des mouvements un petit peu de stress sur les marchés, la Fed, la Banque Centrale Européenne, l'Ukraine. Voilà, moi bah, j'ai pas à dire si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est le marché qui a réagi. Et donc du coup, le CAC 40 a reflué sur la zone des 7150-7180 pour baisser à la clôture, des marchés européens à 7008 points, mais à la clôture des marchés américains, donc hors séance, en dessous de 6900 points. Alors ça, on ne le voit pas, hein, si vous allez sur Boursorama au moment où je tourne la vidéo, vous verrez le CAC 40 à la fin, vendredi soir, il cote un peu plus de 7000 points, mais en réalité, en fait, suite au mouvement de panique qu'il y a eu après séance européenne, mais pendant la séance américaine, les futurs sur le CAC 40 ont lourdement baissé pour, pour perdre 100 points en 2-3 heures vendredi soir. Et là, on voit l'apparition, et ça c'est important, là on va passer sur l'analyse un petit peu graphique, l'analyse chartiste, hein. On ne néglige, enfin j'essaie de négliger aucune vue, parce qu'il faut regarder tous les aspects. On a l'apparition d'une magnifique épaule, tête, épaule. Donc là on le voit très très bien, donc là j'ai repris, j'ai fait un zoom sur le graphique en pas 4 heures, hein. On a le 18 novembre 2021 une première épaule, hein, vers un peu en dessous de 7200 points. Donc ça, c'était voilà, l'économie s'emballait. On avait vraiment Bruno Le Maire nous parlait d'un retour des 30 glorieuses. Donc on avait vraiment un emballement du CAC 40. Puis est arrivé le variant Omicron. Paf, le marché chute. Donc on a la première épaule, le marché rebaisse. Puis on a ensuite, le mois de décembre, le rallye de Noël, hein, le rallye de fin d'année. Donc le marché qui repart à la hausse, qui anticipe à nouveau une croissance solide, de très très bons chiffres. Et début de l'année 2022, on part en bouquet final, en exponentiel, où le CAC 40 va passer de 7200 à 7000, quasiment 7400 points sur 3-4 jours, hein. Dans les 3 premiers jours de janvier, on arrive directement à quasiment 7380 points. Donc là, c'est la tête. Puis, on a le marché qui commence à refluer avec les craintes que l'inflation, justement, ces fameuses craintes de l'inflation, ne finissent par étouffer la croissance. Donc là, on a les marchés qui rebaissent, puis il y a une chute qui s'accélère. Donc là, c'était fin, voilà, vers la troisième semaine de janvier. Puis, à partir de la fin janvier, on a les marchés qui remontent en se disant que bah, l'inflation, c'est peut-être temporaire. Voilà, c'est ce qui n'est pas forcément faux, hein, attention. Donc les marchés qui rebondissent, mais qui échouent à nouveau sur 7200 points, donc le symétrique du 18 novembre 2021. Donc le 9 février 2022, c'est un peu la symétrie du 18 novembre 2021. Et là, les marchés rechutent très très fortement. Donc pour arriver et pour tester les 7000 points, donc à la clôture des marchés européens. Et ensuite, on a défoncé entre guillemets la zone des 7000 points pour tomber en dessous de 6900 points en hors séance durant la séance américaine suite à cette panique, ces signaux de panique que nous envoie la Réserve fédérale avec des risques de remontée des taux surprise dès demain, lundi 14 février, plus les signes d'escalade entre la Russie et l'Ukraine. Donc ça, on voit cette magnifique tête-épaule qui est un signe en général très plutôt défavorable au marché. Et là, je vais essayer d'aller un peu plus loin que juste l'analyse graphique du CAC 40. Pourquoi? Là, il faut faire très attention. Quand on analyse un indice, on est souvent victime d'un biais, on a un effet de loupe. Pourquoi? Parce que les indices, la composition de l'indice des indices, le CAC 40, mais on peut prendre d'autres exemples, n'est pas la même qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On a un effet loupe, on a un effet miroir qui est lié à certaines grosses valorisations, notamment le luxe en France ou les GAFA aux États-Unis, qui peuvent maintenir, donner
donner l'illusion que les indices se maintiennent à très haut niveau, alors que la crise, la baisse a déjà commencé. Et là, je vous envoie à de très très belles vidéos hein, que fait Julien Flot, que je suis beaucoup. Hein, voilà, j'ai pas d'accord hein, avec d'autres youtubeurs. Hein, moi, je suis comme vous. Hein, je regarde d'autres chaînes, je fais ma propre analyse et j'apprécie énormément l'analyse que fait Julien Flot justement de la situation des bourses, hein, des marchés, parce que voilà, il ne se limite pas justement à regarder juste une analyse chartiste. Hein, il parle évidemment de l'analyse graphique, il le fait très très bien, mais il essaye un petit peu de creuser, d'analyser, de voir un petit peu ce qu'il y a derrière la valorisation des indices, et il le dit très très bien. Je ne vais pas le paraphraser, il le dit mieux que moi. Il dit attention à l'illusion des indices. Si on prend les indices actuels et que l'on enlève les deux trois grosses capes, en fait, que nous dit Julien Flot? Il nous dit qu'en fait la baisse des indices, en fait, elle a déjà commencé par le passé. Elle a déjà commencé déjà depuis plusieurs mois. Et du coup, moi, j'ai essayé un petit peu de voir un peu parce que moi, ses vidéos m'intéressent énormément, son esprit d'analyse. Ce que j'ai fait, bah, j'ai été sur mon assurance vie, et j'ai pris l'historique d'un fonds, d'une unité de compte, qui est investi sur les actions françaises. Et donc du coup, dont l'objectif, parce que les gérants de fonds doivent, on va dire, ils ont des benchmarks. Donc j'ai pris par exemple, donc qui est public, hein, le AXA France Opportunity, donc qui quelque part qui investit dans les actions françaises, donc dont l'indice benchmark est le CAC 40 justement, mais les gérants, leur but c'est pas de répliquer le CAC 40, ils investissent dans l'ensemble des entreprises françaises et pas seulement les 40 valeurs du CAC 40 et avec LVMH qui représente 20% de la valorisation du CAC 40. Donc les gérants de ce fonds, hein, AXA France Opportunity, ils investissent de manière quand même beaucoup plus homogène, sans avoir un LVMH qui pèse 20%. Et là, c'est très très intéressant, parce que si vous regardez les graphiques, vous avez le graphique de gauche, donc c'est le CAC 40 qui vous montre une épaule tête-épaule. Mais si vous regardez le graphique de droite, donc ce fonds, donc qui est un des meilleurs, hein, AXA France Opportunité, donc qui investit sur les actions françaises, eh ben vous voyez qu'en fait, on est en baisse. Vous avez la première épaule, donc qui est à peu près à 1350. Vous avez la tête, qui est à peu près 1379, donc c'est le record, donc qui correspond au record historique du CAC 40. Mais la deuxième épaule, elle n'est pas au niveau de la première épaule. C'est un peu une épaule, un peu, voilà, c'est un peu quelqu'un qui fait des exercices de torsionnisme. Et on voit bien que la deuxième épaule, elle est très en dessous de la première épaule. Il y a quasiment 5% de delta, de différence entre la première épaule, l'épaule de gauche et l'épaule de droite. Alors que le CAC 40 montre vraiment deux épaules qui sont quasiment au même niveau. Donc ça, c'est quand même un signal assez inquiétant pour les marchés, c'est-à-dire que ça montre que si on enlève certains gros poids lourds comme LVMH ou certaines grosses banques qui, quelque part, qui profitent un petit peu de la hausse des taux et qui, qui maintient le CAC 40 à des niveaux, on va dire, assez élevés. Si on regarde l'ensemble de la cote parisienne, bah, en fait, on remarque que depuis le mois de novembre, on est dans un marché, on est baissier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valorisation, donc les gens qui investissent dans les actions françaises via notamment des fonds, des fonds des unités de compte en assurance vie, bah, ces personnes-là, en fait, on perd, voilà, on perd de l'argent entre la fin du mois d'octobre 2021 et et le milieu de février 2022. Donc on a un marché qui est plutôt baissier si on enlève la surpondération de certains gros mammouths comme LVMH. Donc je vous laisse imaginer si jamais demain vous avez certains GAFA, alors ça a déjà commencé hein, sur le Nasdaq, on va en parler, mais certains GAFA ou certains cools, euh, donc, euh, donc l'équivalent des GAFA chez nous, hein, Hermès, LVMH, etc., commence à ployer, si LVMH envoie des signes de faiblesse parce qu'ils ont du mal à répercuter les prix à cause de l'inflation ou parce que, je sais pas, le président chinois décide de mettre des droits de douane pour pénaliser LVMH qui profite un peu trop de la croissance chinoise sans
rétribuer les salariés. Et si LVMH ployait sous les risques, ah bah là, le CAC 40, il pourrait perdre 500 points très rapidement. Parce que si la LVMH ploie, si LVMH tangue, bah, comme les autres entreprises ont commencé déjà à baisser, bah là, on pourrait avoir une accélération très forte à la baisse du CAC 40. Donc on a une situation des marchés qui est quand même très fragile d'un point de vue macroéconomique, hein, je vous ai parlé de la macro, les banques centrales qui paniquent, qui stressent. On a une configuration graphique épaule tête épaule qui en général est négative. Et on a aussi une configuration, hein, si on fait un CAC 40 moins LVMH, moins certaines grosses boîtes, bah, on a même une configuration qui est même légèrement baissière. Donc ça, attention, on a quand même des signaux qui montrent une dégradation. Alors, aux États-Unis, là, il n'y a pas, voilà, pas gros changement par rapport à la semaine dernière. On a une situation aussi, ce que j'appelle en mégaphone, c'est-à-dire, on a un Dow Jones, hein, qui est plus dégradé que le CAC 40 et qui clairement, lui, montre que les marchés, le Dow Jones, lui, bah, il est en dessous de ses niveaux d'octobre 2021. Donc clairement, le Dow Jones, quelqu'un qui a investi à la fin de l'été 2021, bah, aujourd'hui, un investisseur sur le Dow Jones, il perd carrément de l'argent. Ce qui n'est pas encore le cas sur le CAC 40, mais sur le Dow Jones, c'est déjà le cas. Pourquoi? Parce que le Dow Jones, il est composé différemment du CAC 40, c'est un indice équipondéré. Chaque valeur du Dow Jones, elle compte, elle est comptabilisée exactement de la même manière que les autres. Vous n'avez pas un effet miroir grossissant comme c'est le cas de LVMH par rapport au CAC 40. Et là, on voit, hein, le Dow Jones est dans une situation qui est plus fragile que le CAC 40 et qui montre que bah, l'indice ne fait plus rien depuis maintenant plusieurs mois avec une volatilité qui augmente de manière quasiment continue. Donc ça, c'est pareil, hein, ça c'est un signal qui, en général, peut précéder un retournement des marchés. Alors, sur le Nasdaq, la correction, donc elle est là pour le coup, le Nasdaq, il est clairement maintenant en correction avec une baisse de plus de 10% de l'indice Nasdaq, hein. L'indice Nasdaq a tenté un rebond pour revenir à 15 000 points. Malheureusement, donc 15 000 points, ça correspond à peu près au seuil de 10% de baisse par rapport au record historique. Et malheureusement, on a échoué à le franchir et le Nasdaq a fortement rebaissé bah, durant la journée du vendredi 11 février, suite voilà, aux rumeurs, aux problèmes d'inflation qui pénalisent les high-tech. Donc là, la situation technique du Nasdaq, elle est encore pour le moment, on va dire, dégradée et on est vraiment, alors on n'est pas encore entré en tendance baissière d'un point de vue analytique, puisqu'une tendance baissière c'est plus de 20% de baisse par rapport au sommet, mais on est clairement dans la correction. Et cette correction s'explique, hein, on a certains GAFA, puisque le Nasdaq est pareil, hein, comme le CAC 40, il est porté par les GAFA, et on a certaines lettres de GAFA qui clairement s'écroulent. Je pense notamment à Facebook, qui clairement maintenant, Facebook est rentré dans une tendance baissière. On voit que voilà, Facebook a maintenant des gros soucis, hein, l'inflation, la difficulté de répercuter l'inflation sur les consommateurs, hein. Si vous avez un compte Facebook, vous ne payez pas. Facebook se finance uniquement par la publicité et Facebook aura beaucoup de mal à demander aux publicitaires, enfin, de payer plus cher pour compenser la hausse de l'inflation. Et de l'autre, Facebook doit augmenter les salaires bah, de ses salariés. On voit que Facebook a de plus en plus de mal à répercuter la hausse de l'inflation sur ses produits, d'une part, et d'autre part, Facebook doit faire face à une concurrence, notamment TikTok, enfin d'autres plateformes qui séduisent beaucoup plus les jeunes que Facebook. Et donc, bah, le fait que Facebook plie en bourse bah, ne compense pas la bonne tenue d'autres actions comme Apple ou Amazon. Donc même au sein des GAFA, on commence déjà à voir apparaître de grosses fragilités, ce qui pourrait accélérer le mouvement de correction observé sur le Nasdaq. Alors pareil, alors maintenant on passe sur la Chine. Alors ce qui est très intéressant sur la Chine, donc c'est que le mouvement baissier
sur la Chine est déjà observé depuis maintenant un an. Donc il y a maintenant un an pile, hein, jour pour jour quasiment, on a atteint un record historique à la bourse chinoise, hein, à plus de 20 000 points. Plus de 20 000 points. Et puis on a eu la baisse des marchés asiatiques actions, hein, notamment liés aux problèmes avec le secteur immobilier, Evergrande et tout le tintouin. Alors là, ce qui est intéressant, finalement, c'est que la bourse chinoise fait preuve de résilience, puisqu'on n'a pas du tout ce mouvement de correction que l'on observe depuis maintenant plusieurs semaines sur les marchés américains et européens. Bah, la Chine, en fait, voilà, alors oui, évidemment, quelqu'un qui a investi en 2021, début 2021, lui, clairement, il a perdu de l'argent, mais depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, bah, l'indice chinois, pour le moment, les indices chinois ont arrêté leur baisse et semblent tenir, hein, ce support des 14 500 points. On tient la zone des 14 500 points et on a une belle résilience des indices chinois par rapport aux indices européens. Donc voilà, donc avant de finir justement sur la Chine, on a aussi des politiques monétaires en Chine qui sont aussi contracycliques par rapport aux politiques américaines et européennes. C'est-à-dire qu'au moment où les marchés, où les banques centrales britanniques, européennes, américaines, canadiennes durcissent leur politique monétaire, la banque chinoise, elle, au contraire, elle lâche du lest, elle tend même à réduire les taux. Et donc du coup, ça c'est plutôt positif pour la bourse chinoise, dont la politique monétaire va à rebours des politiques monétaires des banques centrales occidentales. Alors je continue maintenant sur les métaux précieux. Alors les métaux précieux nous envoient encore d'autres signaux. L'or notamment qui a tenté vendredi soir une attaque des 1850 points. 1850 dollars l'once, hein, c'est une grosse résistance, hein, 1850 dollars l'once, hein, vous voyez. L'or est dans un canal de consolidation depuis maintenant juillet 2000, juillet 2020, donc depuis maintenant plus de 18 mois. Donc on a ce gros support à 1700 points à peu près, et on a un peu cette résistance, hein, une résistance baissière, enfin une résistance oblique baissière, qui se situe à 1850 points aujourd'hui, et l'or tente une attaque des 1850 points. Il a terminé la semaine au seuil symbolique des 1858 points, donc au-dessus des 1850 points. Alors est-ce que c'est ce qu'on appelle un bull trap, donc un piège à haussier, ou est-ce que ça y est, l'or va enfin dépasser la zone des 1850 points pour aller attaquer les 1900, les 2000, voire plus. Donc ça c'est très intéressant parce que euh, c'est intéressant et troublant à la fois. Parce que si on pense réellement que les banques centrales vont durcir leur politique monétaire sur du long terme, comme il s'est passé à la fin des années 70, quand Paul Volcker est arrivé et a monté les taux à 20%, les taux courts à 20%. L'or s'est effondré à l'époque. L'or s'est littéralement écroulé. Il a perdu 30 ou 40%. Là, l'or, alors est-ce qu'il va tenir les 1850 dollars? Moi, voilà, je suis pas un spéculateur, je suis pas Madame Irma, mais en tout cas, si réellement les marchés anticipent un réel durcissement de la des politiques monétaires, l'or devrait s'écrouler, l'or devrait revenir à 1300 dollars l'once. Or là, l'or se maintient à 1800, 1850, voire même au-dessus de 1850 dollars l'once. Donc ça, c'est un signal qui est très intéressant envoyé par le Metal Joule, c'est que visiblement, les marchés ne croient pas que les banques centrales vont pouvoir tenir la cadence de remonter les taux de manière irraisonnée, on va dire, au-delà de 1,5-2%. En tout cas, les marchés en tout cas ne pensent pas que les hausses de taux des banques centrales seront suffisamment élevées pour passer en taux réel positif. Parce que même si les taux nominaux, les taux courts des banques centrales américaines remontent à 1,5%, donc ça c'est 7 hausses des taux, hein, c'est pas rien, 7 hausses des taux, bah, avec une inflation aujourd'hui qui est à 7,5, mais même si elle refluait à 3%, bah, 3% d'inflation et des taux à 1,5 voire 2%, bah, ça laisse des taux réels négatifs.
ça laisse entrevoir que c'est quand même plus intéressant d'acheter de l'or et de conserver de la valeur sur l'or que d'acheter des obligations, d'avoir 2 de rendement, mais avec une inflation à 3. On perd de l'argent dans ces cas-là. Donc l'or, bah, résiste très très bien et nous envoie un signal que finalement les hausses de taux des banques centrales ne seront pas pérennes, elles ne seront que transitoires. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, évidemment, il y a aussi un peu un accès de fièvre, hein, de l'or, autour, des problématiques d'aversion au risque par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Il ne faut pas non plus, voilà, il y a ces problématiques d'inflation, enfin de remontée des taux qui ne seront pas définitives. C'est un peu ce que nous envoie le marché le signal de l'or, mais également aussi d'une peur panique autour de la crise entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis. Donc évidemment, ce qui va être intéressant à voir, c'est quand la crise russo-ukrainienne va refluer, va baisser en intensité, que vont faire les cours de l'or? Est-ce qu'ils vont se maintenir à 1850 $ l'once ou est-ce qu'ils vont baisser plus fortement? Et là, on verra vraiment le vrai impact des anticipations de hausse des taux. Parce que l'or est porté par la crise ukrainienne, qui favorise la peur des investisseurs et qui fait monter l'or, mais également par les anticipations du fait que les hausses des taux ne vont pas aller au-delà de 12-18 mois. Donc on a deux effets. Alors quel est l'effet qui l'emporte? Bah ça pour le moment je suis pas Madame Irma, hein, je ne peux pas vous le dire, mais ce qui va être intéressant, c'est comment va se comporter l'or quand on verra un peu plus clair sur la crise russe. Et là, ça va être intéressant à voir si vraiment le marché de l'or anticipe une hausse provisoire, en tout cas des taux d'intérêt aux États-Unis. Alors sur l'argent, la situation est un peu moins favorable sur l'argent, même si le support des 22 dollars l'once d'argent tient très très bien. On a l'argent qui tient, qui rebondit, mais pas du tout dans la même situation que l'or. Donc là, hein, là encore, hein, de deux choses l'une, soit l'or euh, est en avance sur l'argent, donc l'or va passer les 1850, 1900, 2000 $ l'once. Et là, ça va être très intéressant de se positionner sur l'argent, parce que l'argent, ça veut dire que l'argent est en retard sur l'or, et qu'on pourrait avoir une très très belle configuration haussière sur l'argent dans les prochaines semaines, prochains mois. Soit, bah, c'est l'or en fait qui a un accès de fièvre temporaire lié à la crise Ukraine-Russie. Donc ça va être très intéressant à regarder comment ces deux métaux vont se comporter dans les prochains jours, prochaines semaines, notamment vis-à-vis de la crise entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis. Et je termine par le Bitcoin. Le Bitcoin qui a réussi à s'affranchir de la résistance des 40 000 $ pour un Bitcoin. La moyenne mobile la moyenne mobile donc une des moyennes mobiles devient même support. Donc la moyenne mobile à 20 jours qui devient support et maintenant ben, ça va être très intéressant parce que soit le Bitcoin va pouvoir casser la dernière résistance des 50 000 $, qui est aussi matérialisée par la moyenne mobile 100 jours. Donc, soit il va casser cette résistance et là on peut faire une attaque haussière, soit il va refluer sous les 40 000 points et là on pourrait avoir une relance de la dynamique, on va dire, de la dynamique baissière que l'on voit depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. Toujours est-il que les 40 000 points, les 40 000 $, le Bitcoin, et semble être devenu maintenant un support. C'était une résistance, une grosse résistance. Ça, il semble être devenu un support. Alors, est-ce qu'il va tenir? Ça, voilà, j'ai pas de boule de cristal, mais on a on va dire, un premier signal euh, plutôt positif sur le Bitcoin, mais évidemment qui demande à être confirmé. Alors, en conclusion, les conclusions un petit peu sur cette analyse hebdomadaire de marché. Les chiffres d'inflation continuent à être très mauvais, limite alarmistes, mais ça, c'est une inflation constatée.
Les chiffres de croissance semblent pâtir de cette inflation, avec notamment des statistiques très décevantes au UK et aux États-Unis. Des résultats d'entreprises qui ont été très très bons cette semaine, mais ça reste un indicateur retardé. Le quatrième point, attention à des indicateurs envoyés par les marchés obligataires qui semblent montrer que l'on se dirige vers une désinflation. Alors c'est pas une déflation bien évidemment, mais vers une désinflation, notamment que l'on voit à travers la baisse des, de la valorisation des obligations indexées inflation. Cinquième point, euh, on a, on s'achemine plutôt vers un resserrement monétaire, mais qui sera de courte durée, comme le montre l'aplatissement que l'on observe déjà sur la courbe des taux aux États-Unis. Et enfin, dernier point, ce manque de crédibilité, on sent que les banques centrales paniquent, hein, ce manque de crédibilité envers les banques centrales, quant à leur réelle volonté de resserrer la politique monétaire de manière durable, semble transparaître sur le cours des métaux précieux qui se comportent, on va dire, anormalement bien si réellement le scénario c'est des hausses de taux de 2, 3, 4%. Si réellement c'était ça le scénario central des marchés, bah, le cours des métaux précieux devrait souffrir énormément et c'est pas du tout ce que l'on observe. Donc voilà un petit peu pour les conclusions un petit peu de cette analyse, hein. Donc c'était une vidéo assez longue parce qu'il fallait que je vous voilà que je creuse un petit peu en détail, un petit peu au-delà, voilà, ah bah tiens, bah, le CAC 40 il a augmenté, il baisse, les taux ils font ceci. Essayer un petit peu d'aller un peu plus loin que le bruit que l'on n'arrête pas de percevoir un peu sur les marchés, de la part des médias, de la part des analystes. Donc voilà un petit peu la fin de cette analyse. Alors je vais passer à la deuxième grande partie de cette vidéo. Voilà, celles et ceux qui suivent un petit peu peut-être mes performances, mes portefeuilles. Donc là, j'ai premier volet de cette vidéo, c'est vraiment un volet, on va dire, analytique. Là, je vais vous présenter un petit peu la suite, hein, ce que je fais moi avec mon portefeuille. Hem, voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, moi, en fait, mais c'était plutôt une bonne semaine. J'ai continué à réaliser des plus-values latentes, hein, puisque j'ai clôturé, plusieurs positions, hein, le 9 et le 11 février, avec des plus-values. Donc je continue, hein, le la ce qu'on appelle la valeur, la la valeur, le total des plus-values réalisées, lui, il continue à augmenter, parce que je réalise des plus-values. Ça, c'est plutôt positif. Et le deuxième aspect positif, c'est que la valeur liquidative cette fois, c'est-à-dire en tenant compte des plus-values latentes, des plus ou moins values latentes, bah, elle a très bien progressé, hein. J'avais une plus-value, une valeur liquidative qui se situait à 25 011 euros en date du 5 février 2022 et on passe à 25 084 euros au 12 février 2022. Donc on a une hausse de la valeur liquidative de mon portefeuille. Ça, c'est plutôt une bonne surprise quand on voit ce qu'ont fait les marchés cette semaine. Pourtant, j'ai pas appris que des décisions heureuses, hein. J'ai ouvert 4 positions cette semaine, donc j'en ai clôturé 3 en plus-value, mais j'en ai ouvert 4 et sur les 4 positions, il y en a 3 qui sont en moins-value latente. Le Bitcoin, regardez, hein, Bitcoin, hein, donc je perds 15 € dessus. J'ai le Dow Jones et le Nasdaq où je perds respectivement quasiment 9 € et 6 € hein, sur le Dow Jones et le Nasdaq. Et une position, on va dire, que j'ai ouvert sur des indices indexés sur la volatilité des marchés, qui elle, pour le coup, elle est plutôt gagnante, hein, puisque je gagne 4 euros. Mais globalement, bah, sur les 4 positions que j'ai ouvertes cette semaine, bah, j'ai pas été très heureux. Pour le moment, j'ai pas la main heureuse, puisque je perds en latent, hein, ces positions sont toujours ouvertes, puisque je perds plus d'argent que je n'en gagne. Et alors, on va se dire, mais c'est bizarre, j'ai ouvert 4 positions qui perdent plus d'argent que j'en gagne et pourtant la valeur liquidative du portefeuille, elle a augmenté. J'ai investi au départ, hein, je rappelle 25 000. Les 25 000 sont devenus 25 011 au 5 février et au 12 février, on est à 25 084. Donc
la valeur de mon portefeuille, elle, plutôt, elle augmente. Elle a augmenté. Alors c'est lié au fait que, bah, je vous ai parlé dans la vidéo de l'or et de l'argent qui ont fortement rebondi et là on le voit dans mon portefeuille puisque les moins-values sur l'argent, hein, les qui étaient sur l'argent, j'étais à au 5 février, j'étais à 62 à moins 62 $ hein, de moins-value et cette moins-value est passée de moins 62 à moins 15. Et sur l'or, j'étais à seulement à 12 € de plus-value, hein, enfin même pas à 9 € puisque j'avais 2 positions sur l'or, 9 € de plus-value à, sur l'or, je suis à 70 € de plus-value et j'ai liquidé, hein, j'ai pris une partie de mes profits sur l'or. Donc voilà, donc c'est plutôt positif, hein, c'était plutôt une semaine positive, pour moi, puisque la valeur liquidative de mon portefeuille, elle augmente, la valeur de marché de mon portefeuille, elle augmente et ce, malgré, des positions acheteuses que j'ai prises, hein, 4 positions dont 3 sont en moins-value et bah, en l'argent qui a rebondi donc du coup, bah, une baisse de mes moins-values latentes sur, l'argent qui fait que finalement la valeur de mon portefeuille, elle a augmenté. Mais là encore attention, 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 il faut rester humble, hein, sur les marchés. Il faut rester humble, il y a quand même des vents contraires. Les marchés, la volatilité des marchés est très élevée, elle remonte. On a des marchés qui peuvent baisser à tout moment, qui peuvent chuter à tout moment, que ce soit les métaux précieux, les cryptos, les actions, les obligations, les marchés sont sous tension en ce moment. Donc attention. J'ai quand même fait aussi quand même une erreur, hein, je rappelle, hein, la position que j'ai achetée sur l'argent, elle est elle est assez forte, hein, c'est pas du tout ce que je voulais faire, hein. Moi je voulais acheter, en fait, je voulais acheter 0,01 contrat sur l'argent et en fait le 0 en fait un contrat sur l'argent avec mon ancien broker, en fait, correspond à 10 contrats sur ce broker actuel que je teste pour le moment. Donc forcément, moi je croyais en fait acheter une position. En fait, j'ai acheté 10 fois plus que ce que je pensais acheter. Donc à la base, c'est une erreur, hein, clairement, une erreur de ma part, qui est que j'ai pas clôturé, parce que bon, j'estime que bon, je peux tenir la position, mais j'ai quand même, euh, voilà, j'essaye quand même de prendre du recul, de faire preuve d'humilité, parce que oui, c'est vrai, je gagne de l'argent sur les marchés. J'ai gagné de l'argent cette semaine qui a été pas forcément une très bonne semaine sur les marchés, mais attention, j'ai ouvert 4 positions dont 3 sont en moins-value latente et j'ai toujours ma position sur l'argent qui est quand même qui crève quelque part, qui dépasse les seuils de risque que je me suis fixé. Donc j'ai quand même voilà, il y a quand même des bémols, il y a quand même il y a quand même des points, voilà, des points d'alerte, de vigilance qu'il faut garder en tête, et ça, voilà, ça évidemment la valeur liquidative ne le montre pas. C'est pour le moment, il y a plus de positif que de négatif, mais attention, voilà, j'ai quand même fait quelques maladresses, quelques et voilà, quelques risques, sur les marchés, qu'il faut sur lesquels il faut prendre du recul, il faut pas se vanter, hein. Souvent, en fait, souvent quand on gagne, hein, que ce soit pas qu'à la bourse, hein, ça peut être en politique, dans la carrière aussi, hein, combien de salariés, je vois qui montent les échelons hiérarchiques, qui font plein d'erreurs, mais comme ils sont dans une tendance de carrière, qui est ascensionnelle, qui est croissante, bah, ces personnes-là, en fait, on leur dit tellement bravo, bravo pour tout ce qu'ils font, que ces personnes-là finissent par ne plus voir qu'elles sont en train de faire des erreurs. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'à un moment, on atteint un apogée, et les erreurs que l'on a pu faire il y a 6 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, en fait, elles ressortent à ce moment-là, et là, la carrière, elle s'inverse. Bah, c'est pareil sur les marchés. Sur les marchés, souvent, en fait, on réalise ces erreurs quand on commence à perdre beaucoup d'argent. Malheureusement, il est souvent trop tard à ce moment-là. Donc voilà, moi j'essaye, dans la mesure que possible, de faire preuve d'un peu d'humilité. Oui, je suis à contre-tendance, je fais peut-être partie des rares à gagner de l'argent depuis le début de l'année 2022 sur les marchés, mais attention, les gains que j'ai faits ne doivent pas me faire oublier que j'ai aussi fait des erreurs, notamment sur l'argent. J'ai pris une position beaucoup trop forte sur l'argent par rapport à mes contraintes de risque, et les nouvelles positions que j'ai prises, notamment sur les actions et le Bitcoin, bah, pour le moment, je perds de l'argent dessus. Attention, voilà,
voyez un peu, ce que j'essaie de partager avec vous, c'est il faut pas tomber dans l'autosatisfaction. Il faut toujours faire preuve d'esprit critique, y compris y compris quand les chiffres sont bons, quand on a de bonnes performances. Il faut savoir analyser la tête froide, garder la tête sur les épaules sur sur la situation, de son portefeuille. Voilà un petit peu donc, pour cette, vidéo, hein, qui était assez longue, avec, 1 heure, consacrée à l'analyse des marchés et 10 minutes, qui sont un petit peu, consacrées un peu à l'analyse des positions que j'ai pu prendre cette semaine et de la valorisation de mon portefeuille personnel en bourse. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à, à voilà, à commenter, cette vidéo, à poser des questions, soit sur, mes positions à moi, mon portefeuille personnel, soit sur comment je perçois l'analyse des marchés, si vous s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une très, très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches et bah, je vous dis à dans, une semaine. À bientôt. Au revoir.